Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. On va démarrer un cours donc, sur la paracha de Vayeshev. Il est marqué ici Vayeshev Yaakov Be'eretz Migurei Aviv Be'eretz Canaan. Vayeshev Yaakov s'est installé Be'eretz Migurei Aviv dans le pays où vivaient ses pères, Be'eretz Canaan, dans le pays de Canaan. Et on nous dit les Toldot Yaakov, Yosef. On dit voici les descendants pluriels, la postérité de Yaakov, Yosef, au singulier. En fait, on nous explique que Yosef, en fait, c'était l'enfant essentiel de la famille de Yaakov. Ouais. Et aussi parce que Rachid nous expliquait qu'en fait, c'est l'enfant qui lui ressemblait le plus. Ils avaient le même visage. Ils ont eu une vie commune. C'est-à-dire que il était haï par ses frères. Yosef et son père étaient haïs par Esav. Esav a essayé de tuer son frère et aussi ils ont essayé de le tuer. Ouais, il y a des gens dans la vie, vous savez, soit vous les adorez, soit vous les tuez. C'est comme ça. Et donc c'est un peu ça, c'est un peu des gens qui sont un peu spéciaux. Et à part ça, donc il était l'enfant essentiel de la Torah, parce qu'en fait l'aîné de Yaakov, vis-à-vis de Léa, vis-à-vis de Rachel, c'était lui en fait, c'était lui l'aîné. Donc il avait nommé comme étant l'enfant essentiel. Il y a marqué Ben Sheva Yisrael Shana Yaroet et Chav Vatson. Déjà à l'âge de 17 ans, c'était un berger, c'est-à-dire quelqu'un. C'est quoi les bergers? On voit que les rois d'Israël ont été nommés parce qu'ils étaient des bergers. Moshe Rabbeinu était un berger, Rachel était une bergère, et berger. Pourquoi des bergers? En fait, parce que un berger, c'est très compliqué de gérer un troupeau. Vous savez, c'est très compliqué de gérer les animaux et de savoir exactement de quelle nature ils sont, comment il faut les traiter, etc. Et en fait, c'est des gens qui ont une sensibilité particulière, qui savent en fait être des patrons dans un domaine. Et c'est ça qui est marqué ici, qu'il était patron en fait de ses frères. C'était le cadet de la famille, et pourtant il avait une personnalité très impressionnante. Et c'est lui qui était dirigeant de la famille. Et c'est marqué Ve'u Nahar, donc c'était un jeune homme, Ve'et Bilam ben Zilpa, Neshe Aviv. Alors on dit qu'il était Nahar, c'était un jeune homme. Évidemment, quelqu'un qui a 17 ans, c'est un jeune homme. C'est un adolescent, jeune homme. Ouais, pourquoi on nous dit qu'il était jeune homme? Rachid nous dit qu'en fait, c'est pas pour nous dire qu'il était un jeune homme, simplement, c'est de nous expliquer la chose suivante. Alors Rachid, je sais pas où est-ce qu'il est, ce Rachid, il est là. Hein? Non, je vais le trouver, mais il faut juste parce qu'il marque en tout petit là. Yaakov, alors où est-ce qu'il est ce Rashi? Ve'unar, Pesukbet. Ve'unar, où est-ce qu'il est Rashi? Alors Ve'unar, Shaya Ose Maasenaout. En fait, il avait une attitude d'adolescent. Metaken Bis'ao. En fait, il s'arrangeait les cheveux, il se faisait un petit brushing. Ou Memashmesh Be'enav, il s'arrangeait les yeux. Kedesh Yenire a fait. Ah, les yeux, Kedesh Yenire a fait, il voulait paraître beau. Ça va? C'est important ou pas, ça? Ça dépend dans quel animaux. Non, est-ce que c'est un défaut qui est décrit là ou c'est une qualité? Alors, ça peut être un défaut, une qualité. Alors, en fait... Défaut, ça veut dire défaut, il était célibataire à l'époque. 17 ans, bah, c'est un jeune homme. C'est bon, peut-être ne pas attirer les regards, etc. C'est l'inverse, il voulait paraître beau, il voulait qu'on le regarde. Ouais. Par exemple, un jeune ou une fille elle a 17 ans, est-ce qu'elle se maquille pourquoi? Pour séduire? Pourquoi? Voilà, non, c'est pour séduire? Dans le but de trouver sa conquête. Mais non, il a 17 ans, quelle conquête? Il a 17 ans. Donc dans ce cas-là, c'est pas bien. C'est pas bon? Non. Ou alors c'est bon? Comme tu veux. Non, moi je dis c'est pas bien. Alors moi je dis que c'est bien. Vas-y, qu'est-ce que tu en penses? Alors je vais t'expliquer pourquoi c'est bien. C'est bien, hein, parce qu'en fait, il y a une notion de beauté qui existe dans le corps. On doit être beau. Une fille, elle a envie d'être belle, elle a envie qu'on lui dise qu'elle est jolie. Ouais, un garçon, il a envie et ça le réconforte de savoir qu'il est beau. Pourquoi c'est important d'être beau physiquement, de se sentir beau, de se montrer beau? Parce qu'il y a deux notions de beauté, en fait. Il y a la beauté, on va dire, il y a la beauté physique, mais qui va entraîner autre chose. Par exemple, il y a des gens qui ont fait des mitzvot, mais extraordinaires, hein. Je sais pas moi, un type il va investir pour des pauvres orphelins qui n'ont pas de quoi manger, ou je sais pas, qui pourront jamais se marier, il dit voilà, je dis purée mais c'est beau à voir. Mais qu'est-ce qu'il y a de beau? En fait c'est parce que j'ai construit la notion de beauté physique, que j'ai une notion de beau, et donc je peux l'interpréter ou l'extrapoler dans quelque chose qui est beau à voir, mais qui n'a rien à voir avec la beauté physique. Vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est toujours pareil, c'est-à-dire tu construis des notions dans le physique qui vont t'aider dans le spirituel. Mais il faut les construire. Alors il faut paraître beau pour avoir cette notion. Si je casse ce truc, ouais, en disant mais qu'est-ce que tu veux, tu frimes, tu crades, tu fais quoi là, j'ai pas compris que tu essaies de séduire, tu essaies de machin. En fait je casse, excusez-moi. Dans ces cas-là, s'il se met en danger, parce qu'il doit tenir sa tête conduite, ouais. il peut être beau dans des temps
un parti, des temps où il doit séduire telle ou telle personne, et des temps où il peut se mettre en... Mais je pense qu'on n'est pas dans la séduction. Je pense qu'une fille, elle veut pas séduire. Elle veut se sentir bien. Un garçon. Mais c'est pareil, Ça veut dire qu'on n'est pas dans la séduction. On est dans le plaisir d'être beau. Un enfant, il a envie de s'arranger, il a envie de se truquer, de s'arranger les cheveux. C'est pas en vérité pour séduire. C'est simplement parce qu'il y a comme dans la progression, dans l'évolution d'un homme et d'un enfant, il y a ce désir d'être beau. Ça fait partie d'une évolution. Ça fait partie d'un protocole. Et donc ce truc-là, il est très important de le comprendre. Parce que c'est ça qui est marqué dans la Torah, qu'il était Nahar. Ça veut dire qu'il avait une attitude de Nahar. Ça veut dire qu'il avait envie de paraître beau. Parce qu'il faut que l'enfant, il sente psychologiquement qu'il est beau et que philosophiquement, il y a quelque chose qui s'appelle la beauté qui existe. Par exemple, c'est marqué dans la Torah, Som Tassim Alecha Melech. Il faut nommer un roi parmi le peuple juif. Pourquoi faire? Parce que tu comprends qu'un jour, tu vas comprendre qu'au-delà de ce que tu vois, il y a un Melech. C'est quoi la Meloucha, c'est quoi la royauté? Tu vas voir à Versailles, comment c'est, le kavod qu'on fait au Melech, le respect qu'on a de lui, l'honneur qu'on fait de lui. Si déjà un être humain est capable de faire ça, alors le bon Dieu qui est le roi des rois, a fortiori. Mais cette notion-là, elle est spirituelle et elle n'est pas accessible. Par contre, comment tu vas y accéder? Il faut que tu construises cette notion physique, c'est-à-dire de créer un roi. Tu vois, il faut qu'il existe. À partir du moment où il existe, tu peux cristalliser et tu peux postuler à penser que tu peux envisager autre chose. Ça va? Mais l'inverse c'est faux. Tant que tu l'as pas fait, tu peux pas le conceptualiser. Ou du moins tu sais, mais tu sens pas. Vous avez compris? Quand tu vas dans un endroit, tu vois le roi, comment il est honoré, comment il représente quelque chose dans la société. Ouais. Tu peux t'imaginer a fortiori Hachem, tu vois. Mais sinon, ça peut pas se faire. C'est toujours comme ça. D'abord on pense, on concrétise physiquement et après on bascule. C'est pareil. Je pense que l'idée qu'on dit ici que Hachem il a fait en sorte que il faut qu'un enfant il ait envie de se sentir beau. Ouais. C'est parce qu'il y a une notion de beauté qui est au-delà de ça. Oui, il y a au-delà de ça, qui s'appelle apprécier ce qui est beau. Tu vois, des actes beaux, des personnes qui sont belles à voir, mais pas belles à voir, pas forcément physiques, mais de dire, purée, il y a des gens qui ont un charme, qui se dégage, qui les dépasse. Par exemple, tu vois un enfant, un bébé. Qu'est-ce qu'il a de beau? Une petite joue comme ça, un petit bide, des cuisses, machin, dans l'up. Tu vois, dans l'up, c'est ça, voilà, bébé. Mais le problème, ouais, mais est-ce que ça s'explique? Ça s'explique pas. C'est un ressenti. Attends, parce qu'on enregistre le cours, c'est pour ça. Mais juste que de comprendre que quelque part, ça ne s'explique pas. Ça s'explique pas. Ça veut dire que il est beau, tu as envie de le croquer, tu as envie de machin. Mais qu'est-ce qu'il a de beau? Il a rien de joli. Mais en vérité, il est attirant comme s'il était beau. Ça veut dire qu'il y a une autre notion de beauté qui est spirituelle en fait. Comme on parle d'innocence, on parle de. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer en fait. Ça ne s'explique pas simplement, c'est un ressenti que nous avons. Ouais, on est attiré par, comme si qu'il était beau, on a envie de le prendre dans ses bras, de le garder dans ses bras, alors qu'il n'a rien physiquement de joli, il n'y a rien de joli. Ouais. Il y a ces notions-là qu'il faut essayer de comprendre. C'est peut-être ça ici l'idée qu'il était Nahar, à part ça, il était aussi, vous savez que les enfants des servantes étaient malmenés par les enfants les enfants de Léa. Et donc, qu'est-ce que faisait Yosef? Il allait tout le temps défendre ces enfants-là parce qu'on les traitait d'esclaves, enfants d'esclaves, etc. C'était comme ça, il pensait Yosef. Donc, il allait défendre ces enfants-là. Mais c'est marqué, et qu'il allait raconter tout ce qui se passait de mal. Il se passait de mal chez ses frères, les enfants de Léa, il allait raconter à leur père, c'est ça. Et marqué Veyevé Yosef et dit Batam Raël Aviem. Il allait rapporter tout ce qu'il voyait de mal de chez les frères ses frères, les enfants de Léa, tout de suite il allait rapporter ça. Alors moi je me suis posé la question, bon, il a fait du lachonara, de la médisance. Mais est-ce que c'est normal qu'un enfant, il puisse faire de la médisance dans ce cas-là? Ouais. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Comment tu vas réagir? Un enfant, il va te dire, il va dire du mal des gens. Comment tu vas réagir? La question, si j'avais des frères. La question, c'est comme ça. Yosef, il voit des choses qui sont désobligeantes chez ses frères. Il va tout de suite les raconter à son père. Dit Batimbra, toutes les paroles, toutes les saletés qu'il a pu voir là-bas, ou toutes les choses dégueulasses à voir, ou des choses qui ne sont pas jolies à voir, ou qui ne sont pas respectueuses, il va raconter à leur père. Ouais. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Comment tu vas réagir avec l'enfant quand, hein? Alors j'ai pensé comme ça, écoute-moi bien. Si l'enfant ne réagit pas, c'est que ce que tu as construit sur lui n'existe pas. On va dire comme ça. J'apprends la vérité aux gens. Je lui apprends à être honnête. Je lui apprends à être franc. Je lui apprends tout ça. Oui, donc il va être choqué de voir le contraire. Mais ça veut dire que s'il est choqué, c'est qu'il est construit. Donc je ne vais pas lui dire, mais comment t'oses parler comme ça? Ça se fait pas de parler comme ça, c'est honteux ce que tu fais, mais t'as pas honte. Je lui casse un repère. Ça veut dire que je lui dis, je comprends pas. Tu m'as appris la vérité, et tu m'as appris à être juste, et puis tout à coup je vois le contraire, ça me choque, et tu me dis que je fais mal. Si je réagis pas à ce que je vois, je dis, attends, mais ce que je t'ai appris, tu vois pas que c'est le contraire de ce que je t'ai dit? Donc c'est bien qu'ils réagissent. C'est beau qu'ils réagissent.
Donc moi, je fais attention, je me dis attention, je vais surtout pas critiquer ce qu'il a fait parce que je vais casser les repères qu'il a construits au départ en écoutant ce que je lui ai dit. Et si je dis, mais comment tu oses parler comme ça? Je dis, je comprends pas, papa, tu m'as dit que c'est pas bien, mais alors tu me dis que c'est grave ce que je dis, alors je comprends plus rien, qu'est-ce que je dois faire? Surtout ne jamais faire ça. Il faut tout le temps conserver les repères qu'on a gardés, qu'on a conservés un jour, qu'on a pu mettre en exerce chez les enfants. Jamais ne critiquer, dire, je vais t'expliquer la différence. Ouais, je vais t'expliquer la différence, ça veut dire, je vais te dire, voilà, tu as raison, mais c'est ce mec qui va tout changer. Ça va? Ensuite, c'est marqué, Israël avec Yosef Mikol Banav. C'est marqué que Israël, il aimait cet enfant, Yosef, plus que tous ses enfants. Qui ben Zekuni Moulo, parce qu'il était l'enfant de la sagesse de Yaakov Avinu. C'est-à-dire qu'Allah Rachid nous explique qu'il lui a appris la Torah. Ouais, il lui a appris la Torah. Ouais, la Torah, donc c'était le fils de la sagesse de Yaakov. Yosef était intelligent. Il a pensé, Yosef, que c'était important, que Yaakov, qu'il fallait apprendre la Torah à cet enfant-là. Et là-bas, c'est marqué, Ve'Israël avec Yosef et Kolmanav, Ben Zekonim, donc il lui a offert une kétonnette passible. Il lui a offert un cadeau. En fait, on explique que ce vêtement qu'il a offert à Yosef, s'il voulait montrer à ses frères qu'il était spécial. Et il voulait aussi montrer que le véritable aîné de la famille, c'était lui. Donc il a marqué les choses en mettant un vêtement. Ça va? La Gemara dans le Shabbat d'Afioud explique là-bas qu'il a eu tort de faire des différences. D'accord? Il a fait une différence, c'est-à-dire qu'il a marqué la différence, et ça a dérangé. Et là c'est marqué Vaïrou et Chav, ils ont vu ses frères, qui auto, lui, sans le nommer, Aa Vaviem, aimaient leur père, Mikol et Chav, plus que tous ses frères. Veisnoto, et ils l'ont haï. Velo yachlou daber le shalom. Il pouvait plus parler beshalom, c'est-à-dire, honnêtement, on peut pas te parler, on peut plus te voir. Voilà ce qu'ils ont dit. Ça va? Donc je relis le texte. Veirou et Chav, ils ont vu ses frères, qui auto, sans le nommer, Ahav Aviem, il aimait leur père, Mikol et Chav plus que ses frères, Veisnoto, ils l'ont haï. Et ils ne pouvaient plus parler beshalom. Ça va? Voilà ce qui est marqué. Alors ce qui m'a étonné, c'est comme ça. Je vous explique mes questions, je vais vous poser quelques questions et après on réfléchit. Ils ont vu les frères. Eux, ils ont vu. Et le père, il a vu ou pas? Ils ont vu les frères. Et le père, il n'a pas vu qu'il a fait la différence. Deuxièmement, il y a marqué dans le texte, ils ont vu les frères que papa, il faisait des différences. C'est-à-dire, il aimait cet enfant. Il lui offre des cadeaux, il lui apprend la Torah, il a un rapport privilégié avec cet enfant. Ça se voit qu'il l'aime parce qu'il sourit, parce qu'il fait des choses, etc. Ça va? Ok? Donc, si papa, il a un rapport privilégié qui nous dérange, on est à l'ombre de Yosef. Voilà, on est à l'ombre de Yosef. Ça vous dérange ou pas? Bien sûr que ça dérange, évidemment. Mais pourquoi un enfant, il va haïr son frère, il ne va pas haïr son père? Si papa est à l'origine de tout ça, c'est lui qui offre des cadeaux, c'est lui qui lui apprend la Torah, c'est lui qui montre bien clairement qu'il aime cet enfant plus que les autres. Donc c'est qui est le préjudice de ce rapport? C'est le père. Alors pourquoi un enfant il va pas haïr son père pour que d'haïr son frère? Mais son frère il ne fait que subir l'amour de son père. Alors pourquoi le frère il va vouloir tuer son frère entre guillemets ou se débarrasser de lui? Comme par exemple, vous voyez, c'est bizarre mais c'est comme ça, ouais, qu'un enfant, quand un enfant naît après qu'un autre enfant arrive, bah, il lui arrache les cheveux, ça va? Alors on se dit mais qu'est-ce que tu fais avec ces cheveux dans ta main? J'ai pas compris. En fait, on s'est rendu compte que l'enfant, en fait, il se rend compte qu'on lui a rajouté un autre intrus, là, je sais pas d'où il sort celui-là, il m'a piqué ma chambre, les bisous, c'est lui, maintenant, c'est plus moi, les cadeaux, c'est lui, et puis quoi encore? Ouais, alors, hop, il lui arrache les cheveux. Ça veut dire, on veut se débarrasser de... Mais c'est tes parents qui ont décidé d'avoir des enfants, il va dire à tes parents, mais qu'est-ce que vous avez été fait de me rajouter un petit intrus dans la maison? J'en veux pas de ce... Il va jamais haïr son père, ni sa mère, il va haïr l'enfant, il va haïr son frère. Comment ça se fait que c'est marqué comme ça? À part ça. Il faut aussi comprendre autre chose. C'est marqué dans le texte qu'ils ont vu ses frères, que leur père, il préférait lui que ses autres frères. Pourquoi c'est pas marqué ils ont vu les frères, que leur père, il préférait lui que tous ses enfants? Il fallait marquer dans le texte de la Torah, ils ont vu les frères, que papa, il préférait lui que tous ses frères. Non, que tous ses enfants. Pourquoi c'est pas marqué? Pourquoi c'est marqué ses frères et pas ses enfants? Alors je me suis dit comme ça, c'est très intéressant, écoutez bien. Vous savez pourquoi il a marqué les frères? Les frères, ils ont vu que papa, il préférait lui que tous ses frères. Mais pourquoi ils se sont vus comme étant les frères de Yosef et pas les enfants de Yaakov? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ils ont voulu l'éliminer? Vous savez pourquoi un enfant, il veut éliminer? Parce que quand un enfant, ils se sont mal aimés, ils se sont à l'ombre des autres, ils voient que papa, il fait des différences qui nous dérangent. Il veut éliminer son rival. Alors écoutez-moi bien,
il veut pas être reconnu par son père comme étant le frère de son frère. C'est Attends. là ton père. Il veut pas, et un enfant, il veut pas que papa il considère que je suis le frère de mon frère. J'aurais tellement aimé qu'il me reconnaisse comme son fils. Il y a tellement d'amour. Ça veut dire que, écoutez bien, le problème de la frustration parentale, c'est quoi? J'ai d'expliquer. Ce qui est marqué là, c'est un secret. Marqué comme ça. Ils ont dit, mais papa, il fait des différences, ouais, et qui nous dérangent. Cette différence, en fait, elle est mal vécue. Elle est mal vécue, mais parce que papa, il considère que je suis le frère de mon frère. Je veux pas être le frère de mon frère, je veux être le fils de mon père. Alors pour être reconnu étant le fils de mon père, il faut que j'élimine mon frère. Et comme ça, il n'y aura plus mon frère, et comme ça, il va me regarder. Vous avez compris? Ça veut dire que quelqu'un qui ne veut pas être à l'ombre des autres, un enfant, il veut pas. Pourquoi il va vouloir éliminer son frère et pas son père? Parce que justement, c'est l'inverse. Je veux être reconnu par mon père. Je veux que mon père il dise tu es mon fils. Mais là, manifestement, à ses yeux, je ne suis pas son enfant, je suis le frère de mon frère. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui est marqué dans la Torah. Maintenant, d'où vient ce malaise? D'où vient ce malaise? C'est-à-dire, ici, il y a marqué Kéloaï. Bon, il faut juste expliquer une chose déjà au départ. On dit que Abraham, il a eu Ishmaël. Israël, il a eu Esav. Mais on dit de Yaakov que sa couche était parfaite. C'est-à-dire, il a dû faire un travail tellement énorme sur lui-même. Vous voyez, quand on a expliqué la fois dernière que lorsqu'il a voulu épouser Rachel, il a dit à son beau-père, à son futur beau-père, je vais travailler 7 ans pour toi avant de l'épouser. 7 ans avant de l'épouser, c'est énorme. Et c'est Yaakov qui propose à son beau-père Lavan, il dit, écoute, voilà, je veux l'épouser, mais dans 7 ans. Et là-bas, c'est marqué, bizarrement, on avait dit que Yaakov, il a effectivement travaillé 7 ans pour Lavan, mais ces années étaient à ses yeux, Kiyami Machadim, comme des jours comptés, Be'avatoto par amour pour elle. Et on a expliqué que... On a expliqué que c'est bizarre. Comment quelqu'un qui est amoureux de sa femme, ça passe vite. C'est pas vrai. Quelqu'un qui est amoureux de sa femme, c'est l'enfer d'attendre. Ben oui, quand on est amoureux de quelqu'un, on veut vite se marier et on est pressé de se marier. Ben lui, c'est l'inverse. Il a passé 7 années entières et ces années, elles sont passées à une vitesse, une semaine, comme une semaine, par amour pour elle. Mais comment il aimait sa femme, Yaakov Avinu, pour que ça passe vite? Alors on a expliqué comme ça. Je vous résume parce qu'on avait déjà dit. J'ai expliqué comme ça. En vérité, quand est-ce que ça passe vite et quand est-ce que c'est long? Dans la vie, quand est-ce que ça passe vite? Quand on cherche à avoir, c'est long d'attendre. Mais quand on cherche à être pour quelque chose, c'est jamais assez long. Il faut tout le temps repousser. Vous voyez, comme on l'a dit, quelqu'un, il veut avoir son examen. Il veut réussir son examen, il fait des études, il fait l'examen. On dit, mais c'est quand l'examen? Ben, l'examen que je dois passer, ben, c'est dans 3 mois. Mais vu le programme, je n'arriverai jamais à y arriver. Mais t'es pas pressé d'avoir ton diplôme, j'ai pas compris. Ben, bien sûr, je suis pressé de l'avoir. Mais je me sens pas capable d'avoir les compétences pour l'avoir. Si on pouvait repousser la date. Vous savez de quoi il a eu peur, Yaakov? Il a eu peur de croire qu'il faut avoir sa femme près de soi. Ou il faut avoir son mari près de soi, pour elle. J'ai dit non, je veux être capable d'être un vrai mari pour elle. Alors j'ai préparé un programme. Je veux être un vrai père pour mes enfants. J'ai préparé un programme. Je veux absolument que dans toutes les situations que je vais vivre dans ma vie avec ma famille, je vais être un père idéal pour mes enfants. Et je vais faire un travail sur moi-même pour aussi sentir que, vous savez que ce qu'on produit, c'est ce qu'on est. Donc je veux absolument être parfait à l'intérieur de moi-même. Je me comprends complètement, je me connais complètement. Il a fait un travail psychologique sur lui-même. Et c'est ça qu'il a... Lui m'a dit, moi j'ai un programme de 7 ans. Quand on a un programme de 7 ans, il a voulu être pour sa femme, mais il a voulu être par amour pour elle. Vous avez compris? Quand on veut se marier, c'est très important de comprendre que c'est pas que quand tu vas te marier, c'est là que tu vas commencer ta vie de mariée. On dit on va réfléchir. Comment c'est quoi la vie de couple? C'est quoi vivre à deux? C'est quoi une femme? C'est quoi un mari? C'est quoi un homme? En fait, on se dit mais tu te rends compte le choc? Tu passes du célibat du jour au lendemain. Tu vas partager avec une femme qui n'a rien à voir avec toi sur le plan émotionnel, intellectuel, logique. Elle a des besoins que tu n'as pas, etc., etc. Tu vis avec quelqu'un qui n'a rien avec toi. Et le contraire aussi. Tu vis avec un homme qui n'a aucun rapport avec tes besoins personnels de femme. Avec ta logique de femme, avec tout ça. Mais tu sais que le choc que c'est ça. Mais ça se prépare, ça se réfléchit, ça, ouais. Ben, il vaut mieux prendre un peu de temps avant. Oui, mais il était pressé de me marier. Pourquoi t'es pressé? Parce que j'ai pressé d'avoir. J'ai pressé d'attendre d'avoir. Ça, c'est dangereux. Maintenant, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un travail. Il a dit, moi, pour moi, personnellement, il me faut 7 ans. Pourquoi? Parce qu'il est la base du peuple juif. C'est lui qui va construire c'est de lui que tout va démarrer. Tout va partir de lui. Donc il faut absolument que la base elle soit parfaite. Et à partir du moment où la racine de tout ce peuple juif elle est parfaite, alors on peut construire un arbre parfait.
Mais si la base, elle est polluée, ou elle est salie, ou elle est je sais pas quoi, elle est défectueuse, ce qui va pousser est défectueux. Donc on dit de Yaakov, ses enfants étaient parfaits. Ils étaient parfaits, mais là il y a marqué dans la Torah qu'il haïssait un frère. Est-ce que c'est une perfection d'haïr son frère? On verra qu'ils vont le jalouser, on va voir qu'ils vont le condamner. Comment c'est possible? Alors il faut juste comprendre une chose. Ce que la Torah nous dit là, Hachem, il nous dit une chose très claire. Il dit ce que tu vois de l'extérieur et ce que tu sais de l'intérieur. Ce que la Torah nous décrit là, c'est comment psychologiquement il y a un malaise dans ses enfants, qui va engendrer en vérité un regard différent. Le malaise, c'est quoi? Là, on voit que c'est la haine. Ça veut dire que psychologiquement, il y a quelque chose qui dérange dans la relation qui existe avec Yosef. Plutôt que d'être fier d'avoir un frère exceptionnel comme Yosef, on est une famille formidable et on a un frère exceptionnel. Et papa, il nous montre qu'il est exceptionnel, il apprend la Torah et tout, il nous montre des choses incroyables. Et il nous dit, mais écoutez, c'est un vrai exemple pour vous, c'est une locomotive pour la famille. Pourquoi ici, on n'est pas fier d'avoir un frère pareil, et que de l'avoir, en vérité, ça crée un malaise important qui fait que on se sent marginalisé, on se sent différencié, on se sent... Pourquoi? Parce qu'il prend toute la lumière. Mais comment ça se fait que ce terrain, il existe? Il est exceptionnel, c'est un enfant brillant, intelligent. Ben, on est fier d'avoir un frère comme ça, non? Ouais. Et bien là, on voit que c'est l'inverse. On est dans un terrain de haine, dans un terrain de jalousie, dans un terrain de différence. Pourquoi on le vit mal? Comment ça se fait qu'on vit mal une situation qui, normalement, elle devrait être au contraire? C'est comme quand il y a un très beau et un très moche. J'ai compris, mais là, ils sont tous beaux. Et il y a juste qu'ils sont différents. Mais ils sont tous beaux. Ils sont tous parfaits. Seulement, lui, il a quelque chose de spécial. Et ça, elle dérange. Cette spécificité dérange. Pourquoi ça dérange? C'est ça qu'on va voir. Alors, écoutez bien. En vérité, quand vous voyez qu'il y a un terrain comme ça, c'est qu'en vérité, c'est pas forcément venu de soi. C'est venu d'ailleurs. Comment c'est venu d'ailleurs? C'est marqué dans la paracha qui précédait qu'Yaakov, il a dû épouser 2 femmes. Il a épousé Rachel après qu'il ait épousé Léa. En fait, il était, pour lui, destiné à épouser une seule femme. C'était Rachel. C'est celle qu'il aimait, c'est celle qu'il voulait épouser. Quand il a dit à son beau-père, je veux épouser Rachel, ta fille, etc., il a insisté pour épouser Rachel. Il ne voulait pas de Léa, lui. Il s'est avéré qu'il a dû épouser Léa. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est marqué dans le texte. Vayehav Yaakov. Yaakov, il aimait Rachel, Léa. Il aimait Rachel plus que Léa. Donc il aimait les deux, mais une plus que l'autre. Et là-bas, c'est marqué, Hachem, il a vu qu'elle était haïe Léa. Elle était haïe Léa. Alors il a ouvert sa matrice. Ça veut dire qu'elle était stérile, mais il lui a permis d'être une femme fertile. Et alors que Rachel, elle est restée stérile. Voilà ce qu'a fait Hachem. Maintenant, comment Hachem il a vu de la haine dans un manque d'amour? Il a marqué il aimait moins. Pas marqué c'est sa femme. Il aimait moins cette femme que l'autre. Vous savez ce qu'il a vu? Vous savez ce que c'est que la haine? La haine, c'est pas qu'il haïssait sa femme. C'est que ce qui entame dans l'amour s'appelle la haine. Si tu n'es pas capable d'aimer, vraiment, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va entériner dans ta relation à l'autre un manque de quelque chose. Ce manque-là, aux yeux d'Hachem, s'appelle la haine. Tu dis, vous avez des amis, vous avez des copains. Vous avez des copines, vous avez des amis. Ouais. Mais pourquoi c'est pas toutes des amis ou des... Ouais. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui... Ça, j'ai confiance, ça fait 25 ans qu'on vit ensemble, on est des amis d'enfance, etc. J'ai confiance, je me confie. L'autre, par contre, non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va entamer dans la relation qui s'appelle être des amis et l'autre être des copains. Ça, ce qui entame s'appelle la haine chez Hachem. Il faut combler ça. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré faire en sorte que Léa, elle puisse tomber enceinte. Pourquoi faire? Parce que Yaakov, ce manque d'amour qu'il a vis-à-vis d'elle, il va être comblé parce qu'il va devenir père grâce à cette femme. Pour la première fois de sa vie. Ça, cette relation-là va combler ce qu'il a manqué d'être avec elle. Par contre, Léa, Rachel, elle va subir la stérilité pour permettre à sa sœur d'être aimée par son mari. Mais pourquoi c'est tellement important pour Akadosh Baruch Hu qu'il y ait un équilibre amoureux entre ces 2 femmes? Mais vous savez pourquoi? Parce que Léa, elle se sent secondaire par rapport à sa sœur. Parce que Yaakov, il aime cette femme, il aime moins, ça se voit, ça se sent. Une femme, elle sent ça. Et si elle le sent, alors en vérité, ça va engendrer chez les enfants un terrain sensible à cette différence. Et on va le retrouver parce que papa, il va préférer Yosef que nous. Vous avez compris? Mais d'où ça vient ce terrain-là? Ce terrain, il vient du fait que Léa, elle s'est sentie secondaire par rapport à sa sœur. Alors les enfants de Léa, ils vont pas supporter les enfants de Rachel. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on engendre chez nous, quelque part, quand il y a un déséquilibre dans le couple, entre un homme et sa femme, ça va engendrer quelque part un déséquilibre dans la famille. Parce qu'on va sentir une différence qui va se marquer. C'est-à-dire que le terrain psychologique qui existe ici, il est entériné par un problème relatif
entre Yaakov, Léa et Rachel qui va engendrer cette différence. La haine, le terrain à la haine des enfants, ici qui est marqué là, c'est celle qu'ils ont retrouvée. Pourquoi ils l'ont ressenti? Parce que maman, elle l'a ressenti. Alors elle nous a transmis cette différence. Et bizarrement, je la ressens en tant qu'enfant et je vois que papa, il fait des différences et ça me dérange. Peut-être qu'il a eu raison de la faire, mais elle est mal vécue parce que quelque part, ça a été déjà c'était un terrain qui est déjà présent chez les enfants. Il était déjà présent chez les parents, chez sa mère, et donc elle se retrouve chez son fils. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? C'est pour ça qu'il faut faire très attention, qu'il faut aimer vraiment profondément et sincèrement. Il ne faut pas faire des différences, il ne faut pas faire du cinéma ni faire des choses. Après, ce que j'ai pensé, c'est que comment ça se fait que Yaakov Avinu, il n'a pas senti cette différence? Ouais. Souvent, en tant que parent, on se justifie des situations en se disant il est brillant, il est intelligent, il me ressemble, c'est le fils de la femme que j'aime, etc. Il offre des cadeaux, il offre des cadeaux, il offre des cadeaux. Ouais. En fait, on sait ce qu'on peut se justifier par rapport à une situation. Mais est-ce qu'on a conscience de ce qu'on fait subir à nos enfants quand on fait un truc pareil? Il faut surtout pas dire, écoute, ils sont bêtes, ils comprennent rien. Attends, il est intelligent, il travaille bien, je veux dire, il est la femme que j'aime, etc., etc. Ben, c'est normal. Naturellement, je suis attiré par cet enfant. Ben, qu'est-ce que je dis? C'est comme ça. Ils n'ont pas compris, mais ils comprendront quand ils seront grands. Surtout pas. Surtout pas. Parce que on crée cette différence qui va déranger. Vous comprenez ce que je veux dire? On va créer quelque part un terrain qui va déranger demain. Alors comment il faut faire? Comment il faut faire? Il faut faire comme ça. Il faut que tu sois capable, dans ta vie, de te mettre dans la peau de celui qui va subir tes choix. Il faut que tu te mettes, dans ta vie, dans la peau de celui qui va subir tes choix. L'enfant, il va subir ton choix. Alors essaie de te mettre à sa place. Essaie de te mettre à sa place, ça veut dire, moi en tant que parent, si j'étais l'enfant, comment j'aurais vécu ça? Est-ce que j'aurais été d'accord qu'on fasse des différences aussi grandes et aussi fracturantes que ça? J'ai dit, c'est sûr que non. Alors pourquoi tu l'as fait? Il faut être capable de se mettre dans la peau de celui qui subit la chose. Pour être capable de mesurer quand est-ce qu'il faut faire et quand est-ce qu'il ne faut pas faire. Tu te dis, mais moi en tant que père, je me justifie, c'est normal. C'est comme c'est marqué dans l'Agma dans Sota, l'Agma a dit là-bas, qu'un jour, Paro, il avait décrété que tous les garçons qui allaient naître, juifs, hébreux, ils devaient mourir. Pourquoi? Parce que les astrologues ont vu que le futur sauveur d'Israël, il va devenir le roi d'Égypte et il va prendre la place de Paro. Il dit hors de question. Donc d'abord, il a voulu nous exterminer par le travail. Il a dit ce peuple-là, il faut parce qu'il y avait un tel niveau de prolifération d'enfants qui naissaient, on voyait les Hébreux partout. Alors il dit mais ils vont nous envahir, ils vont un jour. Et donc il a dit on va les exterminer de quelle manière? Par le travail. Des camps de concentration, il a fait des camps de concentration en Égypte. Il a pensé qu'avec le travail, il allait nous éliminer, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à 2 sages-femmes de tuer les enfants qui allaient naître le jour de la naissance. Les garçons, ils devaient mourir. De façon à ce que les enfants ne puissent pas avoir des enfants, et c'est comme ça qu'on va faire baisser le taux de natalité, et donc les juifs et les hébreux, ils vont disparaître. À la suite de ça, Amram, qu'est-ce qu'il a dit Amram? Amram qui était le Gadol Hador, c'était le plus grand sage de la génération de l'époque. Il a dit à sa femme, on va divorcer. Il dit pourquoi? Il dit parce que, en tant que père, est-ce que j'ai le droit d'avoir des enfants et que dans le doute, ce soit un garçon et qu'on le jette dans le Nil et on le tue? En tant que père, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et de faire subir à mon épouse une grossesse, 9 mois, c'est long, 9 mois. Et qu'au bout de 9 mois, elle va être la mère la plus heureuse du monde. Et on lui apprend, tu vois, l'enfant qui vient de naître, il est garçon, on va le jeter au Nil. Je pense qu'on n'a pas le droit de faire subir un truc pareil à ma femme. Et donc il a dit, de me considérer comme un criminel dans le doute, j'ai pas envie. De considérer que je vais faire souffrir mon épouse en pensant qu'elle va accoucher d'un enfant qu'on va jeter au Nil, ça non plus je peux pas faire. Alors on va divorcer, comme ça on est sûr que personne ne souffrira de ça. Ça va? Et tout le monde a suivi. Il était le Gadol Hador, le plus grand de la génération de l'époque. Donc tout le monde dit, le Rav il a dit ça, le Gadol il a dit ça, on va faire comme lui, donc ils ont tous divorcé. La fille de comment il s'appelle? De Amram, sa fille qui était Myriam, elle vient voir son père. Elle lui dit, papa, je pense que tu as eu tort. Il dit pourquoi? Parce que tu as fait pire que Pharaon. En quoi j'ai fait pire que Pharaon? Il dit parce que Pharaon, il laisse les filles vivre, et toi, en n'ayant pas d'enfant, tu empêches les filles de vivre. Toi, tu empêches la fille de naître.
Alors que Paro, il a rien décrété contre les filles, elles vont vivre. Hein. Et même si les garçons vont mourir, ils vont aller au Gan Eden. Ils vont au paradis direct. Il les prend, il les jette dans le Nil, ils vont mourir, ils vont au Gan Eden, ils vont au paradis direct. Or toi, quand tu te refuses à avoir des enfants, tu refuses que ces enfants ils aillent au Gan Eden, tu fais pire que Paro. Il a dit, il a dit, tu as raison ma chérie, il a embrassé sa fille, et il s'est remarié sa femme, ils ont eu Moshe Rabbeinu. Mais moi j'ai juste pas compris un truc. Comment c'est possible qu'une petite fille, elle a remis en cause le Gadol Hador? Ça veut dire que sur le plan intellectuel, il est au maximum. Sur le plan religieux, il est le maximum. Comment ça se fait qu'il a été remis en cause par une enfant? Intellectuellement, comment ça fait qu'il n'a pas raisonné comme elle? Et comment ça se fait qu'il n'a pas eu les émotions qu'elle a eues? Comment ça se fait? Gadol Hador, ça veut dire, on trouve pas mieux. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est un adulte responsable, ou un père ou une mère responsable, on dit, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit en tant que père de provoquer une grossesse dans le doute qui va être une catastrophe pour mon épouse? Non. Est-ce que j'ai le droit, moi personnellement, dans le doute d'avoir des enfants, sachant qu'on va les jeter dans le Nil? Vous savez que dans le raisonnement que j'ai tenu, j'ai parlé du père et de la mère, j'ai pas parlé de l'enfant. Vous avez vu? J'ai pas parlé de l'enfant. Maintenant écoutez-moi bien. Comment ça se fait qu'elle a vu ce que lui n'a pas vu? Parce que, écoutez-moi bien, l'enfant, il voit son père et il voit Paro. Ça va? Il dit, c'est marrant, parce que mon père, il m'empêche de vivre, et Paro, en tant que fille, il me dit, mais vas-y, tu peux vivre. Et si j'étais un garçon, Paro, il m'a dit, je te tue, mais tu vas au Gan Eden. Et mon père, il dit, mais même pas en rêve, tu vas naître. Ça veut dire que l'enfant, il voit des choses que les parents ne voient pas, parce que c'est lui qui subit le choix de ses parents. C'est lui qui subit le choix des parents. Il dit, mais mon père, si c'est Paro, il me laisse vivre. Mon père, si c'est Paro, je vais au Gan Eden. Alors que là, tu n'as pas été le père. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut se mettre dans la peau des autres pour comprendre, être sensible à ce qu'on a fait comme choix, mais qui sont déterminants parce que ce que je vais décider, mes enfants vont le subir. Mais de quel droit tu te permets de faire ça? De quel droit tu te permets de décider pour tes enfants? De quel droit? Je dis non, on va divorcer. Khazak. Mais celui qui veut vivre, il dit, mais attends, je suis désolé, mais je veux vivre, moi. Oh. Depuis quand tu décides de m'empêcher d'exister ou de m'empêcher... Vous avez compris? Il faut faire très attention. Mais ça, c'est possible de tenir sur raison, parce que si on se met dans la peau... C'est pour ça qu'il faut comprendre les autres. Il faut comprendre les enfants, il faut comprendre les adultes, il faut comprendre sa femme, il faut comprendre. Parce que si tu ne comprends pas, si tu ne connais pas la nature des gens, ou tu ne comprends pas comment fonctionnent les gens, tu ne pourras jamais te mettre à leur place. Jamais de ta vie, tu te mettras à leur place. Parce que tu diras, mais moi, je sais ce que je dois faire. Si tu restes tel que tu es, tu peux être un homme, tu vas raisonner comme un homme. Tu es une femme, tu vas raisonner comme une femme. Tu es une mère de famille, tu vas raisonner comme une mère de famille. Mais non, des fois, il faut que tu raisonnes comme une enfant, ou comme un enfant. Pourquoi? Parce que tu dis, mais un enfant, comment il aurait réagi à ce que je vais lui faire subir? C'est pareil. C'est les frères qui ont vu quelque chose qui était désobligeant. Mais comment ça fait qu'Yaakov, il n'a pas vu ce qu'il a fait? Parce qu'il dit, mais moi, je sais ce que je fais. Je vais offrir des cadeaux, des machins, il mérite. J'ai compris, mais si tu t'étais mis à la place de l'enfant, comment tu l'aurais fait, tu penses? Tu te rends compte l'affront que tu crées, la différence? Comment ils vont l'accepter, comment ils vont le subir? C'est très important, ça, vous avez compris? C'est ça qui est marqué là. Ils ont vu les frères, ce que lui n'a pas vu. Ils n'ont pas voulu être les frères des autres. Il aurait tellement aimé être le fils de son père. Et ça, c'est pas qu'il a marqué. Quand un enfant, il aime un enfant par rapport à un autre, il dit, mais c'est lui mon fils, mais c'est pas toi. Tu restes le frère de ton frère, mais c'est que tu n'es pas mon fils. Comme si qu'il disait ça. Et ça, c'est très dur à vivre. C'est ça qui est marqué. Et ça peut créer de la haine. Ça veut dire que c'est pour ça qu'un enfant, il va préférer se débarrasser de son frère que de se débarrasser de son père. Parce que je veux être le fils de mon père, je veux pas être le frère de mon frère, moi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui est très important. C'est pour ça que la Torah nous en parle pour dire, attention, ces différences, elles ne doivent pas exister. Il faut faire attention. C'est ça un reproche qui est fait ici. Après, c'est marqué que Yosef, il a fait un rêve. Il a fait un rêve au départ, il a rêvé. On sait que les rêves sont révélateurs. Vous savez que quand on rêve dans la vie, ouais, en fait, la Gemara dans Brachot explique que c'est quoi les rêves, en fait. Vous voyez, quand on rêve, il faut rêver, il y a des rêves émettes, des rêves qui sont vrais et des rêves qui sont faux. La Gemara dit la plupart des rêves qu'on fait, en général, ils sont faux. Ouais, parce que c'est des choses qu'on a rêvées dans la journée, etc., en général.
Ouais, les vrais rêves, ils se font d'abord dans une phase de sommeil qui est à la fin, qui est juste avant de se réveiller, comme ça dit la Gemara, mais qu'en général, on rêve des choses. Après, il y a une complexité, quand vous voyez de quoi elle parle la Gemara, de quoi elle rêve les gens, c'est très difficile de faire le lien. Mais on voit que Yosef, c'est un grand psychanalyste, il est toujours attrapé par des rêves. Vous avez vu, là, il va arriver, quand il va être, comment vous dire, il va interpréter le rêve de Pharaon. C'est quelqu'un qui a une grande intelligence dans la capacité à interpréter des rêves. Mais c'est très complexe, hein, c'est très complexe. Et donc, il a cette intelligence émotionnelle, on va dire, de pouvoir l'expliquer. Et là, il rêve, il fait deux rêves. Premier rêve, il rêve il dit, vous êtes des gerbes qui se prosternent devant moi, devant ma gerbe. Il dit, je suis une gerbe dans le rêve et vous vous prosternez devant ma gerbe. Et après, il a fait un autre rêve, il a dit, vous êtes des étoiles, et là, vous vous prosternez devant moi. Bizarrement, il n'a pas fait le même rêve. Une fois, il a rêvé d'étoiles et de gerbes, et une fois, il a dit, vous êtes prosternés devant ma gerbe, et la deuxième fois, il dit, vous êtes prosternés devant moi. Différent. Alors, en fait, le rêve, il est révélateur. Pourquoi? En fait, ils n'ont pas compris son rêve. Ils n'ont pas accepté son rêve. Il a dit, mais qu'est-ce que tu voulais sous-entendre? C'est quoi, on va se prosterner devant toi? Tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. C'est ça qui, ouais. En fait, encore une fois, on est dans un terrain, vous avez compris, que l'interprétation des choses, elle est sous-entendue touchante parce qu'on a été vexé au départ. Et là, tu continues à nous vexer en disant, voilà, vous allez vous prosterner devant moi. Là, on rigole plus, là. Vous avez compris ce qui se passe? Parce que déjà, il y a un terrain, psychologique qui s'appelle la frustration personnelle. J'étais frustré parce que papa il a fait des différences et ça m'a marqué. Et là de nouveau tu marques la différence en disant vous allez vous prosterner devant moi. Donc on est des secondes, on est à l'ombre de Yosef, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il est arrivé de 11 frères. Et parmi ses frères il y a un enfant qui s'appelle Yehuda. Et cet enfant Yehuda il est censé être le roi d'Israël. Mais depuis quand un roi il se prosterne devant quelqu'un? Donc ça veut dire que si ton rêve est vrai, c'est que tu crois que tu vas prendre la place de Yehuda, quoi. Alors ils ont jugé Yosef et ils l'ont condamné. Mais sur une interprétation. En fait, ils se sont trompés. C'était pas roi d'Israël, c'était roi d'Égypte. Vous avez compris que dans la vie, des fois, les choses sont logiques. Parce que c'était logique. Bah oui, comment on va se prosterner devant toi? Mais comment on va se prosterner devant toi? C'est pas possible. Parce que Yehuda, comment tu vas expliquer qu'Yehuda va se prosterner devant toi? Il est roi d'Israël, c'est impossible. Personne ne peut, jamais un roi, il va se prosterner devant quiconque. Il a dit, en fait, donc c'était logique. En fait, c'était faux, en fait. Parce que c'était pas roi d'Israël, c'était roi d'Égypte. Un jour, Yehuda va se prosterner devant le roi d'Égypte. Vous avez compris comment le Yetzer Hara, il peut manipuler des personnes? Parce que dès qu'on est dans une interprétation, il faut faire très attention. Interprétation, tu dis mais j'ai compris comme ça, j'ai fait, là tu touches des choses, mais là tu penses que c'est. Quand tu penses, c'est pas forcément toi. Fais gaffe, parce que tu interprètes des choses. Ça peut être ton émotion, ça peut être ton Yetzer Hara, ça peut être plein de choses. Et là dans l'explication des choses, c'est pas forcément toi, ou du moins c'est pas forcément vrai, parce que attends, comment tu veux l'expliquer autrement? Vous avez compris? Ça veut dire que des fois dans la vie, quand on explique quelque chose, on interprète, il faut faire attention. Tant que tu n'es pas sûr, à 100%, alors tu dois dire je ne sais pas. Ou tu dois dire je vais voir. Mais ne décide jamais sous prétexte que tu as compris que c'était logiquement comme ça. Parce qu'en fait, c'est souvent logique, mais c'est faux. Vous avez compris? C'est logique, mais c'est faux. En général, quand c'est logique, c'est vrai. Mais là, tu vois des situations de vie où c'est logique, mais c'est faux. Ils se sont trompés dans le rêve. Et à cause de cette interprétation de rêve, Yosef va être vendu esclave, on va se retrouver en Égypte, il y aura l'esclavage en Égypte. Pour une histoire de petits vêtements, là, 2 balles, on s'est tous trouvés en Égypte, comme ça dit la Gemara. Ça veut dire, regardez ce qui se passe, ça veut dire qu'il faut faire attention. Oui, ici, ça a du sens. Qu'est-ce qu'il avait rêvé Yosef, en fait, En fait, il va s'avérer que Yosef, il va être roi d'Égypte. Mais à l'époque, il y avait une famine incroyable dans le monde entier, et tous les gens venaient s'alimenter en Égypte. Qui était le gouverneur de l'Égypte, qui était le gérant, qui était le ministre de l'économie de l'Égypte? C'était lui, en fait, c'était Yosef. C'est pour ça qu'ils se sont prosternés, eux qui avaient besoin de se nourrir en Égypte, ils étaient comme du blé. C'est ça qu'il a vu, du blé. Mais qui se prosternent devant le blé. Pourquoi le blé? Pourquoi devant sa gerbe? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils l'ont pas reconnu. Ils ont vu lui comme étant le gérant de l'économie de l'Égypte. C'est lui qui gère l'argent. C'est ça, ils ont vu les gerbes. Vous avez compris? L'argent, le blé, qu'on retrouve au Crédit Agricole.
Non, je rigole. Vous avez compris? C'est ça l'oubli, ouais. Donc il est arrivé. Donc ils l'ont pas reconnu comme étant Yosef, ils l'ont reconnu comme étant le gérant de l'Égypte. Mais quand il va se révéler être Yosef, il va leur dire, vous avez vu, c'est moi Yosef, c'est là que les étoiles elles vont se poser devant lui. Parce que là, un jour, ils vont le reconnaître. C'est-à-dire que c'était un rêve prémonitoire qu'il fallait juste comprendre. Mais eux ne l'ont pas compris parce qu'on ne pouvait pas l'interpréter de cette manière parce qu'on est dans un terrain de haine. On est dans un terrain de jalousie, dans un terrain Et donc, quand tu es jaloux ou tu es dérangé, bah, tu interprètes selon ce que tu veux. Tes lunettes, c'est des lunettes qui voient la jalousie. Alors, il recommence, il va encore recommencer à nous raconter qu'on va se protéger devant lui. Vous avez compris ce que je veux dire? On est prisonnier d'une interprétation parce que psychologiquement, on est dans un terrain mauvais. C'est comme si on te peint les lunettes en rouge et tu vois tout rouge. Bah oui, c'est comme ça. C'est pareil. C'est-à-dire que si tu as de la haine, de l'animosité vis-à-vis de quelqu'un, bah, tout ce qu'il va te dire, tu vas t'interpréter évidemment comme ça te dérange. Parce que c'est parce que tu déranges. Oui, ça dérange. Alors on va le lire comme ça, on va déranger. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décider de le vendre. Ils vont le juger en fait. Ils vont le juger pour le condamner à être un esclave. Au début, ils ont voulu le tuer. Et après, ils ont dit non, bon, Yehuda, il dit on va pas le tuer, on va le vendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça. Et vous avez compris que tout ce qui est Minash Shamaïm, ça veut dire que tout ce que nous vivons, tout ce que vit Yosef a été pensé. Pensé par Hachem. Tout ce qui nous arrive dans la vie est réfléchi. C'est pas par hasard que les choses... C'est pas des choses qu'on vit dans sa vie, qu'on subit, ou des choses des gens qu'on rencontre, ou ce qu'on entend comme information, etc. Tout a été pensé par Hachem. Ça veut dire qu'il faut le réfléchir, non pas comme quelque chose que je subis, mais quelque chose qui a été pensé pour essayer soit de me connaître mieux, soit de me bonifier dans certaines situations, soit de corriger des problèmes personnels. Ça va? Etc. Écoutez-moi bien. Yosef, il est arrivé qu'il était là-haut. C'est-à-dire qu'il est arrivé que tous ses frères devaient se prosterner un jour dans lui. Donc il a dit, est-ce que je rêve? En vérité, c'est ce que je suis. Il a l'impression qu'il a tellement de qualités humaines extraordinaires qu'il se sent être au-dessus de tout. Qu'est-ce que fait Hachem? Il le rend esclave. Ça veut dire qu'il va être tout en bas de la société. C'est incroyable, comme il est arrivé d'être là-haut, et finalement il se retrouve tout en bas. Pourquoi Hachem il a fait un truc pareil? À part ça, il a été vendu esclave par ses propres frères. Par ses propres frères. C'est pas qu'il a été kidnappé parce qu'il était beau gosse, et on dit tiens on va le vendre en tant qu'esclave et tout, non, on va faire de l'argent sur son dos. Non, c'est ses frères qui l'ont vendu. On l'a privé de sa famille, on l'a privé de la Torah de son père. Mais vous imaginez dans quelle situation psychologique il se retrouve Yosef? C'est un drame. Hein. Comment tu te sors d'une situation pareille dans ta vie? On te prend, on te vend, on te fait quitter ta famille, on te fait quitter ton pays, on te retrouve dans un pays de débauche. C'est très grave, psychologiquement c'est très difficile à vivre, c'est vrai. Comment tu fais ça? Mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Pourquoi il m'a fait vivre un truc pareil? En fait, vous avez remarqué, regardez, écoutez-moi bien, la réaction de ses frères. Il dit, j'ai rêvé, vous allez vous prosterner devant moi, une fois vous êtes des germes. Attendez, j'ai pas fini, hein. Une fois vous étiez des étoiles, vous allez prosterner devant moi. Je dis, quoi, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner, tu veux. Manifestement, la réaction qu'ont eu les frères, elle est dérangeante. Mais pourquoi? Parce que des fois, on met pas la forme. On met pas la forme. S'il avait dit comme ça, écoutez-moi bien, il avait dit comme ça. Écoutez, j'ai fait un rêve, mais bon, je suis vraiment désolé, je voudrais vous le raconter, mais j'ai honte. Mais comment vous avez honte? J'ai fait un rêve et je préfère même pas vous le dire. Je pense qu'il est vrai, mais je sais pas si... Mais dis, raconte-nous. Bon, je vais vous le dire, mais vous vexez pas, hein, franchement, vous vexez pas, parce que j'ai un truc, c'est vrai, c'est gênant, ça peut s'entendre, c'est gênant, mais finalement, je vais pas vous le dire. Non, mais dis-nous, excusez-moi, hein, franchement, excusez-moi, voilà. Vous m'excusez d'avance, hein, par avance, j'ai rêvé, vous étiez des gerbes, et vous vous prosternez devant moi. Excusez-moi, hein, franchement, excusez-moi, voilà ce que j'ai rêvé, bon. Et j'ai fait un autre rêve, mais pardonnez-moi, franchement, je sais que c'est honteux, mais voilà ce que j'ai rêvé, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, est-ce qu'il aurait haï son frère? Est-ce que les frères auraient haï leur frère, Yosef, lorsqu'il avait raconté cette histoire comme ça? Jamais de la vie. Ça veut dire qu'il faut faire très attention à mettre de la forme. Tu dis, mais c'est la vérité, je vous dis la vérité, moi j'ai rêvé, vous étiez des étoiles, vous étiez des gerbes, je vous dis la vérité, voilà. Il y a une façon de dire, vous comprenez, qui dérange. C'est pour ça qu'ils l'ont aussi haï. Parce qu'il est tellement sûr de lui, il a tellement de... Mais c'est un jeune homme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas la faculté à pouvoir maîtriser ce qu'ils sont. Alors ils s'affirment, ils ont une capacité d'affirmation, mais qui dérange en fait. Parce que quand tu subis ce genre de personnes, tu dis, mais il se prend pour qui celui-là? Il ne met pas de forme. La forme est très importante. Alors plus que tu n'as pas mis la forme,
alors on va te rendre esclave. Pourquoi esclave? Parce qu'en vérité, tu as des qualités extraordinaires. Mais c'est dommage que tu ne sais pas les utiliser. Alors qu'est-ce qu'on va faire de toi? Alors on va faire de toi quelqu'un qui va être un esclave. C'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui va travailler pour les autres, mais qui ne va pas jouir de ce qu'il est. Je m'explique. Il y a des gens, il va devenir esclave, ça veut dire qu'il va faire quelque chose de lui sans se vanter d'être. Il va faire de lui quelqu'un sans se vanter d'être. C'est ça un esclave. Tu ne peux pas dire, ouais, j'ai réussi ma vie, je suis un esclave. Par contre, tu vas faire des choses qui vont réussir à faire que tout ton potentiel va devenir réel. Ton intelligence, tu vas l'utiliser, tu vas utiliser tes émotions, tu vas utiliser ta psychanalyse, tu vas utiliser tout ça, tout ça va se voir, mais sans que tu te vantes d'être. Ça, c'est réparateur d'avoir osé dire, vous allez vous prosterner devant moi. Vous avez compris que ce que Yosef vit, en vérité, c'est une thérapie à son problème existentiel de savoir qu'il se vante. Ça va? Pourquoi il devait quitter la maison? Parce que tant que tu es là, tu déranges. Alors Hichem il dit, mais vous avez bien compris que les enfants de Yaakov Avinu, c'est pas des enfants, c'est pas la famille Dupont. Tout le peuple juif, il est concentré dans ces 12 enfants. Tout le peuple juif, il est là. Or, s'il y a une sorte de virus qui se répand, qui s'appelle la haine, la jalousie, c'est un virus qui va naître et qui va entraîner que chez nous, un jour, on va se sentir gêné de devoir haïr les autres. Ça fait partie des gènes. Alors il fallait que tu t'en ailles. Il fallait s'arrêter là. C'est pour ça qu'il a dû quitter sa famille. Pourquoi Hachem il a fait être kidnappé par ses frères et les vendre? Parce qu'il dit, tant que tu es là, ce virus il va rester. Il faut que tu t'en ailles. Donc c'est-à-dire que le fait qu'il ait quitté sa famille, ça s'explique. Le fait qu'il soit devenu un esclave, ça s'explique psychologiquement aussi. Parce que tu n'as pas l'humilité de ce que tu vis. Ça va? À part ça, c'est marqué que quand il a dit du mal de ses frères à son père, ouais, il a dit du mal au départ, vous vous rappelez? Là-bas, la Gemara dans Sota, elle explique, il a dit 3 choses. Il a dit, je soupçonne mes frères d'avoir des mœurs légères avec les femmes. Je soupçonne mes frères de manger des animaux vivants. Et je soupçonne mes frères de traiter nos frères, les enfants des servantes de Yaakov, de les traiter d'esclaves. Les enfants des servantes, des esclaves. Alors, comment ça se passe? On va vivre quelque chose qui va nous rappeler nos erreurs. Il a dit, ils ont traité d'esclaves, alors tu vas devenir un esclave. Il a pensé qu'ils avaient des mœurs légères avec les femmes. Il y a une femme là-bas en Égypte, elle va te courir après pendant 1 an. On va voir comment tu vas t'en sortir. Et il a vu, quand ils l'ont vendu, ils ont fait la shrita de l'animal qu'ils ont mangé le jour où ils l'ont vendu. Et il a vu qu'ils s'étaient trompés. Ils ne mangent pas des animaux vivants. Ils mangeaient des animaux avec la shrita. Ils s'étaient trompés. C'est-à-dire que des fois, Hachem crée des situations pour nous montrer nos erreurs. Pour éliminer, en fait, balayer de nos têtes les erreurs de vision qu'on a des autres. Mais pourquoi il était rattrapé? Pourquoi on est rattrapé par nos erreurs? Pourquoi il fallait vivre l'esclavage lorsqu'on s'est moqué des gens qui pensaient être des esclaves? Pourquoi quelqu'un il a un problème avec les femmes, hein, il croit que ses frères ils ont des mœurs légères, et ben lui il faut qu'il le vive ça. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, si quelque part on a des soupçons sur les autres, c'est que ce malaise il est là en fait. Si un type il dit mais moi j'ai peur que mes frères aient des mœurs légères, c'est parce que ce problème tu l'as chez toi, c'est pour ça que tu le vois chez les autres. Alors c'est ce qu'on va faire, tu vas le vivre. Maintenant que tu l'as vécu, tu vois comme c'était compliqué, hein, t'as vu comme c'est compliqué. De se refuser à une femme c'est très dur, pendant 1 an elle se maquille, elle se change 3 fois par jour, hein. C'est dur hein. Mais c'est ça que tu as pensé de tes frères. C'est-à-dire que maintenant que tu l'as vécu, tu as la conscience que tu n'avais pas au départ. Comment tu t'es permis de dire? Parce que tu n'avais pas la conscience de la souffrance que c'est. Alors il faut que tu le vives pour avoir cette conscience émotionnelle qui va te faire être un repère chez toi et te dire « Ah, je comprends que c'était... Comment j'ai osé dire ?» C'est-à-dire qu'Hachem, il fait vivre des situations dans la vie qui nous permettent d'avoir des repères émotionnels, qui nous permettent de comprendre comment on a osé faire. Un petit peu comme, la Torah nous dit comme ça. C'est marqué dans la paracha de Metzora. Quelqu'un qui fait de la médisance, il a 2 choses qui lui arrivent. 1, il a des taches sur sa peau. Au départ, c'est sur sa maison, des taches. Après, il a des taches sur ses vêtements. Et s'il n'a pas compris, il a des taches sur sa peau, sur sa barbe, sur sa peau. Ouais, des taches. Et deuxième chose, quand on voit qu'il a une tache assez grosse et qu'on considère qu'il faut le mettre en quarantaine, on le met carrément, ce monsieur-là, en dehors des 3 camps du peuple juif. Il est carrément marginalisé, mis en quarantaine, en dehors du camp.
Yoshev Badat Rout Samachane, il va se retrouver seul en dehors du camp. Alors tu dis, bah Dieu n'est pas content, hein. Et ce genre de personnes, on n'en veut pas. Hop, on les met dehors. C'est ça qu'on croit, oui. Et on lui fout des taches sur la tête, comme ça, il va comprendre. En fait, il n'y a pas de punition dans la Torah. Ça n'existe pas, les punitions. Hachem est intelligent. En quoi c'est intelligent? C'est comme ça. Vous savez, quand on fait de la médisance, vous avez des amis de 20 ans, je sais pas, des amis de 20 ans déjà, ouais. 20 ans, 30 ans, on a grandi ensemble. Et vous avez quelqu'un qui fait bah tiens, j'ai rencontré celui-là. Ah bah tiens, c'est mon ami d'enfance. Comment ça, mon ami d'enfance? Mais ça fait 30 ans qu'on a vécu ensemble, on a grandi ensemble. Mais tu sais ce qu'il m'a fait, tu vois? Ben, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et Shonara. Ah bon, c'est sûr? Ah ouais, mais je te promets, hein. Mais la vérité, hein. Comment vous le voyez maintenant? Il a cassé 20 ans d'amitié en une seconde. Maintenant, quand vous voyez votre ami, vous dites, voilà, faut se méfier. Hein. Vous imaginez, mais qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a mis des taches sur lui. Il a fait autre chose. C'est qu'il a marginalisé la personne. Il l'a rendu solitaire. Maintenant, j'aurais du mal à le fréquenter, hein, parce que vu ce que j'ai entendu de lui, il vaut mieux l'éviter. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, celui qui fait de la shonara? Un, il a mis des taches, parce que moi, quand je le vois, je vois la tache qu'il a mis sur lui. Et deux, qu'est-ce que je vois, hein, c'est que finalement, il a marginalisé. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, ben, on va te mettre des taches sur toi, on va te mettre dehors. Pourquoi faire? Quand tu vas avoir les taches sur toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas les cacher. Et pourquoi tu les caches? Ben, j'ai honte. Mais si tu as honte d'en avoir, pourquoi tu en as mis? La conscience de faire ce qu'on a fait, on l'a vraiment quand on le subit. On va te mettre des taches sur toi. Pourquoi faire? Ben parce que tu mets des taches sur les gens. Mais en vérité, comment tu oses le faire? Parce qu'en fait, ça ne te dérange pas d'en avoir alors. Hein? Eh ben, tu vas avoir conscience de ce que tu as fait. Ça, c'est une chose. Maintenant, comment tu as osé parler du mal des gens et les mettre de côté? Parce que tu n'as pas souffert de la solitude. Alors tu te permets de rendre solitaire les autres. Alors tu sais ce qu'on va faire? On va te rendre solitaire. C'est-à-dire, sur le plan pédagogique, on va te faire sentir qu'est-ce que veut dire être seul. Et là, tu vas souffrir d'être seul. Mais maintenant que tu en as souffert, est-ce que tu vas provoquer chez les autres une souffrance que tu ne supportes pas? Alors tu vas t'arrêter. Ouais, c'est comme ça. Vous avez compris? C'est pédagogique. Ça veut dire que la personne subit en vérité ce qu'elle a manqué d'être. Parce que maintenant que tu l'as été, tu dis, je peux pas provoquer chez les autres ce que je veux pas qu'on me fasse. Donc le fait qu'on lui dise, on met des taches sur ta peau, et le fait qu'on le mette dehors, c'est comme ça qu'il va faire tes chouvas. Comment il va faire tes chouvas? Parce qu'il va avoir la conscience qu'il lui avait manqué au départ. Laquelle? C'est de dire, quand quelqu'un vient vous voir, il dit, t'as vu comment il se comporte celui-là? C'est honteux, franchement, hein, c'est honteux. Hein. Hein, vous voyez regardez comment il se comporte, comment il parle, comment il est, comment... Je lui dis, écoute, tu sais quoi, t'as raison. Comment c'est j'ai raison? T'as raison. Super, Razak. Bah oui, c'est la vérité, t'as dit la vérité. Mais tu sais quoi, j'aurais préféré, plutôt que tu me la dises à moi que ça sert à rien, hein, va lui dire à lui. Pardon? Va lui dire à lui qu'il est bête, va lui dire à lui qu'il sait rien foutre, Comment ça? Va lui dire! Attendez, va lui dire... Je sais pas comment je vais lui dire, moi. Et comment je vais l'aider, Mais plutôt que de me raconter des salades sur les gens, j'aurais tellement préféré que tu l'aides à sortir de ses problèmes personnels. Tu vois qu'il a une carence, tu dis, comment je peux l'aider? Et je vais essayer de le rendre plus intelligent. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu te vantes de ne pas être comme lui. C'est ça que tu fais. C'est sale. D'accord? La shonara, c'est dégueulasse. Ça veut dire qu'il faut comprendre que, en vérité, ce qui est désobligeant, c'est que les gens ne comprennent pas ça. Ça veut dire qu'en fait, ce que fait Yaakov, ce que fait Yosef, c'est à la fois, il est victime d'être un tzaddik, entre guillemets. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il ne faut pas faire, mais il ne sait pas le contrôler. Donc il va le dire à son père, va t'occuper de tes frères, va t'occuper de tes enfants. Mais en fait, il a mal jugé, c'est ça le problème. Il a mal jugé les autres. Il faut faire attention de ne pas faire de la médisance, ça veut dire, ça sert à rien d'aller raconter aux autres ce qu'on voit chez les gens. Par contre, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est d'avoir l'intelligence de savoir comment leur expliquer, d'avoir la noblesse et les mots pour essayer de les sortir d'une situation compliquée. C'est dur de faire des reproches à des gens. Mais combien il faut mettre de gants et comment il faut expliquer aux gens et comment il faut respecter les gens pour les amener à penser qu'on peut changer dans la vie. Tu sais, tu peux changer dans la vie. C'est difficile. Parce que quand on fait un reproche, en général, on se braque. Alors comment je vais lui dire, je sais pas. Mais c'est ça qu'on aurait voulu. Hachem, il t'a montré cette personne, non pas pour que tu te moques de lui, mais pour que tu l'aides. Toi, tu as l'intelligence de voir qu'il a cette carence. Tu dis, mais regarde comment il se comporte. Là. Mais jamais on fait ça, jamais on a fait ça. Il te l'a pas montré Hachem pour que tu te moques de ce qu'il a créé. Il te l'a montré pour que tu puisses l'aider. Seulement, toi, t'as cru que... Ou ça t'arrange que ce soit comme ça. Vous comprenez? C'est pas ça qu'on cherche à faire. C'est pas ça qu'on cherche à faire. C'est ça qu'on... Ça veut dire qu'on est rattrapé par ses erreurs.
C'est pour ça qu'Hachem il a fait subir le fait qu'il soit esclave, le fait qu'il ait dû quitter sa famille, le fait qu'il ait dû retourner en Égypte, se retrouver dans un pays de perversion, de débauche. Parce que comment tu vas t'arranger maintenant pour être juste dans un monde de faux? Ça veut dire qu'on apprend les vérités à nos enfants, on apprend les vérités, mais il faut valider dorénavant cette vérité. Ça ne sert à rien de dire c'est marqué dans les livres. Tu dis ouais mais c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans le machin. Bah super, mais je connais toute la Torah, je connais tout, moi je peux tout vous expliquer. Mais est-ce que tu es ce que tu penses? Est-ce que tu es vraiment ce que tu as lu? Alors c'est ce qu'on va faire, on va t'envoyer en Égypte. Là tu vas dire si c'est vrai, tu es vrai, alors tu vas devoir te confronter. Mais quand tu vas dire non à cette femme, quand tu vas accepter que tu as dû passer par l'esclavage, c'est là que tu vas commencer à comprendre. Ça veut dire qu'il faut avoir cette intelligence et cette émouna, cette croyance. Parce qu'en général, on est vexé de ce qui nous arrive. On ne voit pas Hachem dans ce qui nous arrive. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on a subi. Voilà. Mon frère, il m'a vendu, machin. Mais si je l'attrape, celui-là, je vais le tuer, tu vois ce que je vais lui faire. En fait, on n'a pas compris que ça a été organisé pour qu'on arrive à réfléchir. Et pas qu'on arrive à se dire, à avoir la haine. Vous avez compris la différence? Ça veut dire, il t'est arrivé quelque chose, essaie de réfléchir à quoi ça t'a servi. Qu'est-ce que ça a pu changer dans ta vie? Qu'est-ce que ça a pu changer chez toi? Plutôt que de dire, je vais me venger, ils m'ont vendu, et j'avais rêvé, et voilà, mes rêves ont été brisés, et bah. En vérité, donc tu en veux à qui? Au bon Dieu alors? Mais c'est bête d'en vouloir au bon Dieu. Il vaut mieux réfléchir et savoir, mais qu'est-ce qu'Hachem il a voulu me faire subir par cette situation? Qu'est-ce que ça a changé chez moi, ça? Et là, tu comprends que tu as l'humilité d'avoir compris que c'est vrai que j'ai mal parlé, c'est vrai que je me suis pris pour je sais pas quoi, ça m'a rendu humble. Ouais. Cette humilité, je ne l'avais pas. Et aussi, j'ai soupçonné d'adultère et autant quoi après depuis des années, et je me suis rendu compte de la difficulté que c'est de penser que c'était possible. Vous avez compris ça? Ça veut dire que tout ce qu'on vit dans sa vie, en fait, ça nous aide. Ça nous permet d'avoir des aptitudes qui, quand elles sont vécues, elles nous changent carrément notre façon d'être. C'est ça qui est marqué dans la Torah. C'est ça que Yosef, il a dû passer par ces étapes-là. Oui. C'est-à-dire que ce qu'on subit dans sa vie, en fait, n'a de sens que pour arriver à nous faire devenir une autre personne. Celle qu'on aurait aimé qu'on soit. Hachem, il veut qu'on soit la vraie personne et pas la fausse. Et donc c'est pour ça qu'il nous fait subir ça. Pour l'instant, Yosef, il est faux, malheureusement, parce qu'il fait croire à ses frères que c'est lui qui est arrivé, c'est machin, et vous allez vous prosterner. Et cette façon de dire, elle est dérangeante. Donc elle est forcément fausse. C'est pas ça que tu aurais dû faire, c'est pas ça que tu aurais dû dire. Même si tu veux dire, oui, je vais vous raconter, et c'est vrai ce qu'il est arrivé. C'est vrai qu'il va être roi d'Égypte, bien ça, mais la façon dont on t'a dit, surtout dans le terrain dans lequel on est, c'est pas une chose à faire. Donc quand tu vois qu'il y a une situation qui peut être on va dire de fragilité, n'argumente pas dans le sens de la fragilité, ne creuse pas plus le trou. Il faut d'abord essayer de colmater les brèches, et après tu pourras dire tes choses. Ça va? Oui? On ne construit pas sur de la saleté, en fait. On ne construit pas sur de la fragilité. Il faut construire lorsque le terrain est solide. Mais là, il est fragile. Après, est-ce que tu racontes des choses où tu le dis mal, où tu fais mal? C'est très important, ça, pour que cet équilibre puisse se faire de façon cohérente. Il faut absolument que ça soit fait de cette manière. Chazak Baruch, messieurs, dames. C'est moi qui vous remercie. Bravo. Je m'applaudis. Hein?